Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 21 novembre 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à Infothémis, nous avons le lancement de la campagne de financement pour le projet de défibrillateur externe automatisé au Témiscamingue, du nouveau au marché Léane à Anglier, le spectacle La Tournée du Bonheur est de retour à Ville-Marie, la grève des profs, des milliers d'élèves pénalisés par la fermeture des écoles, c'est la fin d'une ère chez Desjardins et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres ce mercredi soir à 18h pour notre télé-bingo de la saison régulière. Le Témiscamingue se prépare à un grand pas en avant en matière de sécurité de préparation aux urgences médicales. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de la campagne de financement pour le projet de défibrillateur externe automatisé au Témiscamingue. L'objectif de cette campagne est clair: sauver plus de vies en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Les défibrillateurs externes automatisés seront installés dans des endroits publics facilement accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être prêts à intervenir en cas d'urgence médicale. Ces appareils seront équipés d'un module d'appel au 911 assurant une réponse rapide des services d'urgence. De plus, ils seront géolocalisables, ce qui permettra de garantir leur fonctionnement en temps réel et ainsi être avisés instantanément en cas de problème. La conférence de presse de lancement de la campagne aura lieu vendredi le 24 novembre 2023 à 14h au bureau municipal de Notre-Dame-du-Nord, situé au 71 rue Principale Nord. Nous invitons chaleureusement les médias et la communauté à se joindre à nous pour cet événement important. Le projet des défibrillateurs externes automatisés pour le Témiscamingue est une initiative cruciale pour la sécurité de nos citoyens et de tous ceux qui visitent notre magnifique région. Nous comptons sur le soutien de la communauté et des entreprises locales pour faire de cette campagne de levée de fonds un succès. Pour de plus amples informations sur la campagne de levée de fonds pour les défibrillateurs externes automatisés du Témiscamingue et sur la conférence de presse, veuillez contacter Michel Vaillant au 514-775-3189 ou par courriel à michel.vaillant1994@gmail.com. Rejoignez-nous dans cette mission vitale pour sauver des vies et améliorer la sécurité des Témiscamiennes et Témiscamiens. Projet porté par la jeune coop Éveil Géraya avec le soutien de la Fondation Rénal Dufour pour le Témiscamingue et la paroisse Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord. Du nouveau au marché Léane à Anglier. Je vous fais part d'une lettre écrite sur Facebook par les propriétaires du marché Léane à Anglier, adressée à leur précieuse clientèle. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que la pancarte à vendre n'est plus devant le magasin. Avant que les rumeurs aillent bon train, nous souhaitons partager avec vous une bonne nouvelle. Marché Léane deviendra bientôt Bernèche et Filles. En effet, Julie, la fille de Jean-Claude, s'est proposée pour reprendre les opérations du magasin en location avec option d'achat. Comme nous en sommes bien heureux, nous ne la laisserons pas seule car on veut vraiment qu'elle finisse par l'acheter. Vous nous verrez donc toujours derrière le comptoir, dans la boucherie ou au fourneau, mais un peu moins quand même. Nous prévoyons procéder au transfert officiel le 7 mai 2024. Afin de permettre une transition en douceur, le magasin sera fermé du 3 au 6 mai inclusivement. Ne soyez donc pas surpris de voir des boîtes et des meubles entrer et sortir en avril. Jean-Claude et moi laisserons le logement à Julie et Paul-Antoine, qui seront heureux de continuer à vous servir. Julie est déjà entrepreneur chez Service Intégral JB Incorporé et elle continuera d'opérer son entreprise tout en reprenant les opérations du magasin, la gestion, les commandes, le service à la clientèle. Vous la verrez donc aussi derrière le comptoir, dans la boucherie ou au fourneau.
Bien évidemment, quelques nouveautés sont à venir. Restez à l'affût de la page Facebook Bernache et Filles dans les prochains jours, prochaines semaines. Nous sommes heureux de partager avec vous notre soulagement de savoir que le magasin sera entre bonnes mains, mais surtout qu'il restera ouvert pour continuer de servir sa fidèle clientèle. Merci de nous avoir encouragés pendant ces 25 années et de continuer à le faire. Et c'est signé Léane et Jean-Claude. Le spectacle La Tournée du Bonheur sera offert gratuitement pour les personnes âgées et leurs familles le 10 décembre à 13h30 à l'église de Ville-Marie. C'est un spectacle dans lequel les chansons d'hier à aujourd'hui côtoient l'humour et assurément quelques pas de danse. Jean-Guy Piché et sa gang sauront vous faire chanter. L'entrée est gratuite. Cependant, on vous demande d'apporter une denrée non périssable pour les paniers de Noël du regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Cet événement a été organisé en collaboration avec les animatrices du centre de jour et du CHSLD pour permettre de diminuer l'isolement des personnes aînées. Bienvenue à tous! Le mouvement Desjardins avait annoncé il y a quelques mois la fin de son fameux livret de caisse et c'est à partir du 19 novembre dernier que cette décision a été mise en application. Les clients de Desjardins qui utilisaient encore le livret recevront désormais un relevé de compte mensuel en format papier, à moins qu'ils aient adhéré au relevé virtuel. Comme l'a indiqué Desjardins, ce sont généralement les clients plus âgés qui sont familiers avec cette méthode, tandis que ceux-ci sont souvent moins à l'aise avec les outils numériques. Desjardins a fait valoir que le relevé virtuel permettra de fournir davantage d'informations aux clients par rapport à leurs transactions. Toutefois, une excellente nouvelle attend les membres du mouvement Desjardins. Avec un excédent de 614 millions de dollars avant ristourne au troisième trimestre cette année, les ristournes risquent d'être bonnes. Ainsi, les membres se partageront un total de 106 millions de dollars. En comparaison avec la même période en 2022, Desjardins a ainsi obtenu 319 millions de dollars de plus. Cela peut notamment être expliqué par la hausse des taux d'intérêt qui ont permis d'augmenter les revenus de la coopérative québécoise. Les ristournes viennent de l'argent supplémentaire généré par une caisse. Chaque année, cet argent est retourné aux membres selon certaines conditions. D'ailleurs, près de 90% des membres de Desjardins sont admissibles à ces ristournes. Le montant de 106 millions de dollars versé cette année est similaire à celui de l'année dernière. Toutefois, ce montant est en général assujetti à l'impôt. Quant aux remises en commandite, en dons et en bourse d'études, le total de 25 millions de dollars, il s'agit de 3 millions de plus que l'an dernier pour la même période, où le total est évalué à 22 millions de dollars. Dans un communiqué, Guy Cormier, président et chef de la direction du mouvement Desjardins, a fait savoir que le mouvement Desjardins présente d'excellents résultats financiers pour son troisième trimestre de 2023. Ces résultats, combinés à une bonne capitalisation et solidité financière, ainsi qu'à une gestion rigoureuse des risques, nous permettent de bien accompagner nos membres et clients en cette période plus difficile. Les excédents avant ristourne de Desjardins s'élèvent à 1,51 milliard de dollars pour les 9 premiers mois de l'année. Il s'agit de 725 millions de plus que pour la même période l'année dernière. Rappelons que les taux d'intérêt qui ont explosé depuis mars 2022 sont en grande partie la cause de cette hausse du résultat financier. Toutefois, cette augmentation a été freinée par la pénurie de main-d'œuvre et la technologie, de même que les vols de voitures et l'inflation. Évoquant une circulation sérieuse de la COVID-19 et une vague imminente d'influenza au Québec, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, invite les personnes à risque à se faire vacciner rapidement. De manière plus précise, les personnes âgées de 60 ans et plus, et surtout celles ayant franchi la barre des 70 ans, sont invitées à aller chercher une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Le Dr Boileau ajoute que les personnes de plus de 70 ans
qui n'ont jamais été infectés par le virus sont particulièrement susceptibles de subir des complications. Actuellement, environ le tiers de la population de 70 ans et plus aurait reçu une dose de rappel contre la COVID-19. Un taux qui devrait grimper à environ 45 % après les séances de vaccination prévues dans des lieux d'hébergement au cours des prochaines semaines. Le Dr Boileau aimerait voir ce taux atteindre au minimum 60 % et de préférence 70 %. Selon le directeur national de la santé publique, on recense encore quotidiennement une centaine de nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19 au Québec. Le nombre de lits occupés par des patients infectés dépasse encore le millier. On déplore aussi environ une cinquantaine de décès par semaine attribués au virus. La capacité hospitalière du réseau en souffre et celle-ci risque d'être encore une fois mise à rude épreuve à l'aube de la saison froide. Nous anticipons qu'avec les rapprochements, la circulation des virus pourrait monter encore plus, prévient le Dr Boileau. Si on ne porte pas attention, si les gens ne viennent pas se protéger, là, on pense qu'il peut y avoir une charge supplémentaire sur notre système de santé et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Les données dont dispose la santé publique suggèrent que la situation dans les urgences va s'aggraver au cours des prochaines semaines en raison de la circulation des virus respiratoires. D'ailleurs, si la grippe a commencé à circuler lentement, on s'attend à ce que la vague d'influenza déferle sur le Québec, probablement avant Noël ou près de Noël. Pour cette raison, la santé publique lance un appel aux femmes enceintes. On met en garde ces femmes contre le fait qu'elles soient plus susceptibles de souffrir de complications liées à l'influenza durant leur grossesse. De plus, le Dr Boileau souligne que le vaccin donné à la mère a un effet protecteur sur le bébé à la naissance. Tout comme c'est le cas pour le vaccin contre la COVID-19, les personnes à risque et les aînés font partie des clientèles cibles invitées à recevoir le vaccin. Le personnel de la santé est aussi appelé à se protéger contre la grippe. Afin de favoriser un meilleur accès à la vaccination, on invite les gens à visiter régulièrement la plateforme Clic Santé pour trouver une plage horaire qui leur convient. On assure que de nouvelles disponibilités sont régulièrement affichées. Autre situation qui affecte l'achalandage dans les hôpitaux, la forte circulation du virus respiratoire syncytial, VRS, chez les enfants. Il est en augmentation réelle dans nos contextes pédiatriques, a déclaré le Dr Boileau. On le voit progresser à chaque semaine et on voit cette vague monter qui affecte nos salles d'urgence et nos hospitalisations en pédiatrie. Pour ce qui est de la vaccination des enfants contre la COVID-19 ou l'influenza, la santé publique répète que les doses sont disponibles pour toute la population âgée de plus de 6 mois. Les parents qui le souhaitent peuvent faire vacciner leur enfant. Le Dr Boileau résume que nous ne la recommandons pas pour tout le monde, nous l'offrons. Si les gens veulent en bénéficier, il n'y a pas de souci. Elle est là, elle est disponible. Dans le cas de familles qui comptent un enfant souffrant de maladies lourdes ou chroniques, il est recommandé de faire vacciner l'ensemble de la fratrie, de même que les parents et l'entourage. Où relocaliser les orphelins de la fonderie Horn? 8 mois plus tard, le plan de relocalisation commence à prendre forme et à être relayé aux citoyens. Une rencontre avec les citoyens, la fonderie, la ville de Rouyn-Noranda et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a eu lieu mardi dernier. Le quartier Sénateur semble un endroit tout désigné pour replacer les gens, mais il devrait y avoir d'autres options. La porte-parole du comité des propriétaires de la zone tampon, Marie-Ève Duclos, mentionne qu'on s'est fait parler des endroits ciblés à court et moyen terme. C'est très encourageant, les propriétaires peuvent se projeter un peu dans l'avenir et s'imaginer vivre ailleurs. Elle ajoute qu'il va y avoir la mise en place d'une table de consultation avec les propriétaires. Ça faisait partie de nos demandes, mais je suis sceptique de l'échéancier. Il y a encore beaucoup de travail à faire, ça semble assez rapide. Le programme d'indemnisation pourrait être en vigueur dès 2024 pour permettre les premières relocalisations pour ceux qui déménageront dans des endroits déjà bâtis.
Ceux qui voudront se faire construire devront attendre probablement de 2 à 5 ans pour déménager. Afin de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, un financement supplémentaire totalisant 413 425 $ est octroyé au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Cet argent servira à consolider et à rehausser l'offre d'hébergement d'urgence en collaboration avec les acteurs du milieu. Cette annonce a été faite aujourd'hui par le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord du Québec, Jean Boulet, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, au nom du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Ce financement permettra d'améliorer les services et de rehausser l'offre d'hébergement d'urgence sur le territoire du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Il vise particulièrement à mettre sur pied un nouveau centre de jour à Val-d'Or pour offrir des services de réintégration sociale, puis à consolider et à bonifier l'offre de lits, entre autres, à l'organisme La Maison du Soleil Levant, une ressource d'aide et d'hébergement à Rouyn-Noranda pour les personnes en situation d'itinérance. Cette annonce découle de l'engagement pris par le ministre Carman lors du récent congrès de l'Union des municipalités du Québec d'accorder un financement supplémentaire de 15,5 millions de dollars, s'ajoutant à la somme de 4,5 millions de dollars prévue dans le budget 2023-2024 pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance au Québec. À l'approche de la saison hivernale, cet autre investissement en matière d'itinérance vise à éviter que des personnes se retrouvent à la rue en période de grand froid. Les services qui s'ajouteront seront disponibles 24/7 et toute l'année car il croit fermement que les personnes en situation d'itinérance doivent pouvoir compter sur un accès en tout temps à des services. M. Carman est fier de voir à quel point nous sommes tous mobilisés pour la cause, de notre gouvernement aux instances municipales, en passant par le personnel du réseau de la santé et nos précieux partenaires communautaires, afin de renverser cette tendance à la hausse du phénomène de l'itinérance. Nous devons continuer d'unir nos forces et de travailler ensemble, notamment sur les questions de la prévention, de l'hébergement, de transition et de l'accès au logement. Il est à noter que pour les personnes vulnérables ou en situation d'itinérance, les refuges d'urgence constituent un milieu sécuritaire où peuvent se créer des liens avec les intervenantes et les intervenants afin de favoriser l'accès à un service d'accompagnement psychosocial. Rappelons que ces financements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, s'allier devant l'itinérance lancé en octobre 2021. Celui-ci propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement. À compter du 1er janvier 2024, 10 municipalités d'Abitibi-Ouest uniront leurs forces dans la gestion des services de sécurité incendie sur leur territoire. Dans le cadre d'une entente intermunicipale ratifiée ces derniers jours, Duparquet, Dupuis, Galichan, Sainte-Hélène-de-Mansbourg, Poulary et les membres de la Régie intermunicipale des incendies de Roussillon, soit Macamic, Authier, Authier-Nord et Chazelles, confieront la gestion de leurs services des incendies à la ville de La Sarre. Les municipalités siégeront sur un comité consultatif intermunicipal. Elles conserveront la responsabilité de leurs casernes et de leur équipement roulant alors que les autres équipements seront mis en commun au sein du service regroupé. Le regroupement permettra aux municipalités de mieux répondre à leurs obligations prévues au schéma de couverture de risque d'incendie qui les protège contre d'éventuelles poursuites civiles. Une équipe de permanents secondera le directeur Luc Goudreau qui disposera de 80 pompiers et pompières pour améliorer les temps de réponse, la force de frappe, l'entretien des équipements et le service de prévention. Yves Dubé, maire de La Sarre, mentionne qu'on va juste être meilleur pour nos interventions.
Ça va nous permettre de maximiser le nombre de personnes disponibles de jour sur le territoire. C'est de plus en plus difficile de faire du recrutement. Là, on va être réunis sous une même bannière. On l'a aussi vu avec les feux de forêt l'été passé. Nous pourrons structurer la coordination de la sécurité civile, avoir une façon de faire uniforme et être capable de réagir au quart de tour pour des événements qui vont arriver dans les prochaines années, souligne M. Dubé. Le maire de Galichan, Serge Marquis, se réjouit de cette entente intermunicipale. Il avait déjà confié la gestion de sa brigade de 5 pompiers à la ville de La Sarre depuis le départ à la retraite de son directeur. Il fallait agir pour maintenir un niveau de service adéquat. Il ajoute que ça devient de plus en plus complexe. En se regroupant, nous aurons un bon bassin de pompiers disponible. On va partager les frais sur plusieurs aspects. Chez nous, à Galichan, ça va coûter à peu près le même prix que ça coûtait avant, mais je suis capable de confirmer à la population qu'on aura un meilleur service. C'est ce qui est important. Le maire de Dupuis, Alain Grégoire, abonde dans le même sens. Il fait remarquer qu'on va unifier nos forces et on va pouvoir répondre à ce que le ministère de la Sécurité publique nous demande. Nous aurons une desserte incendie qui sera beaucoup plus à niveau que ce qu'on a actuellement. Présentement, les gens font leur possible. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas faire de miracles non plus. Dans le secteur de Macamic, les services étaient déjà regroupés au sein de la Régie intermunicipale des incendies de Roussillon. Il s'agit donc d'une suite logique, selon la mairesse Lina Lafrenière. Elle mentionne que ce qui nous a permis d'aller de l'avant, et tout le monde était en accord avec ça, c'est vraiment la sécurité de nos citoyens. C'est l'essence du regroupement pour nous, la Régie et surtout la ville de Macamic. Madame Lafrenière assure que cela va améliorer les mesures de protection et de prévention. Vous savez, on n'est jamais assez quand des gros feux arrivent. On l'a vécu à Macamic cet été. On a eu besoin de La Sarre et de Sainte-Rose. Pour nous, c'est vraiment un regroupement nécessaire. Pour les maires Marquis, Grégoire, Lafrenière et Dubé, ce regroupement de services représente une belle alternative à une fusion municipale et constitue sans aucun doute une voie d'avenir pour les petites municipalités. M. Dubé affirme que c'est une première en Abitibi-Ouest, mais qu'il est convaincu que ce ne sera pas la dernière. On va avoir d'autres fusions de services pour s'aider en municipalité et La Sarre n'est pas un méchant là-dedans. On est une ville de centralité et on a un souci des 20 autres municipalités sur notre territoire, insiste Yves Dubé. Les avocats répondent aux citoyens concernant l'action collective contre la fonderie Horn et Québec. Une centaine de citoyens de Rouyn-Noranda ont pu obtenir des réponses à différents questionnements jeudi passé lors d'une rencontre visant à présenter les grandes lignes de la demande d'action collective déposée contre la fonderie Horn et le gouvernement du Québec le 23 octobre dernier. Rappelons que des citoyens de Rouyn-Noranda tentent d'obtenir des dommages-intérêts de la fonderie Horn et du gouvernement du Québec pour leur avoir porté préjudice. On est rendu là parce qu'il y a vraiment un manque de volonté, tant politique que de la part de la fonderie, pour que ça change. Il a été constaté qu'il pourrait être très long avant que des citoyens de Rouyn-Noranda n'obtiennent des sommes d'argent si la demande d'action collective est autorisée par la Cour. Cela va demander énormément de temps pour peut-être rien, mais peut-être qu'au final, chaque personne qui a vécu à un endroit dans le J9X ou dans le quartier Notre-Dame pourrait être indemnisée. Et on parle de dizaines, peut-être de centaines de milliers de dollars par personne si le tout se rend au bout. C'est si cela se fait. Il y a un gros si. La demande n'a pas été acceptée encore. C'est possible que la demande ne soit même pas acceptée et qu'on oublie tout ça. Présent sur place, Michel Charlebois, l'un des deux visages du recours avec Julie Fortier, se dit pour sa part optimiste de voir la demande acceptée et passer à la prochaine étape. Il ajoute que pour avoir épluché la demande, ça lui paraît assez évident que l'action est fondée. Nos droits sont lésés, les données le démontrent. Ce sont des données probantes qu'on a pour le démontrer.
Pour lui, c'est une évidence, même si avec le processus judiciaire, on ne peut jamais être certain, ajoute M. Charlebois, qui s'est dit touché par le soutien des citoyens, s'étant déplacé en grand nombre. Il a également exprimé sa satisfaction de voir les gens être présents et poser leurs questions. On sent que les gens sont derrière nous. Le volet grand public de la campagne à Tampa a atteint son point culminant le 19 novembre dernier en cette Journée mondiale de l'homme. Cette campagne vise à normaliser les demandes d'aide chez les personnes s'identifiant au rôle traditionnellement masculin qui vivent de la détresse. La première phase, lancée en janvier dernier, visait d'abord à outiller les employeurs pour qu'ils puissent identifier les signes de détresse et référer les personnes au bon service d'aide. Mélanie Tremblay, directrice du Centre de prévention du suicide d'Amos, souligne qu'il a fallu développer un outil de formation adapté à la réalité en entreprise de façon à ce que les gens autour des personnes qui vivent de la détresse soient mieux outillés pour identifier les signes de détresse et sachent quoi dire à quelqu'un qui ne va pas bien et quoi faire si la réponse nous inquiète. Ce premier volet de la campagne a connu une bonne réponse des entreprises et s'étend maintenant à l'extérieur de la région d'Amos, où il a vu le jour. Madame Tremblay fait valoir qu'ils ont vraiment de plus en plus de personnes qui vont dispenser la campagne de sensibilisation en entreprise parce qu'on a formé des partenaires diffuseurs qui vont utiliser les outils de la campagne et qui vont le propager dans les autres territoires que celui de la MRC d'Abitibi. Depuis le 30 octobre, la phase 2 de la campagne se déploie dans les journaux des municipalités rurales, les panneaux d'affichage et les réseaux sociaux du Centre de prévention du suicide et du Centre de santé de Picogan. Mélanie Tremblay, directrice du Centre de prévention du suicide d'Amos, confirme qu'on s'adresse directement à la personne touchée et à son entourage. On sort donc du milieu de travail et on essaie de rendre cette campagne et ses outils accessibles au grand public. Une vidéo de sensibilisation s'adressant directement aux hommes, tournée par David Rowland du groupe L'Image de l'Abitibi-Témiscamingue, a été diffusée dimanche. Madame Tremblay rappelle qu'on veut vraiment rendre tous les services des organismes communautaires et les services du réseau accessibles aux gens qui s'identifient au rôle traditionnel masculin et qui rencontrent des difficultés. Mais l'objectif de la campagne, c'est aussi de convaincre les gens de consulter le plus rapidement possible et de demander de l'aide le plus tôt possible. Tous les outils de la campagne, mais aussi les coordonnées pour demander de l'aide immédiatement, une section pour les proches et une autre pour les employeurs, sont réunis en ligne sur le site web attendpas.ca. Dans le cadre de la 8e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits, qui aura lieu du 20 au 26 novembre prochain, Action Réussite Abitibi-Témiscamingue se joint au mouvement collectif pour faire de la petite enfance une priorité de société. Durant cette semaine, c'est tout le Québec qui se mobilise pour offrir une voix aux 509 188 tout-petits âgés de 9 mois à 5 ans de la province. En Abitibi-Témiscamingue, ce sont 6,3 % de la population, soit plus de 9 400, qui grandissent pour devenir des adultes de demain. Malheureusement, tous n'ont pas les mêmes chances de se développer pleinement. Cette année, l'événement se déroule sous le thème « S'élever ensemble pour le respect des droits des tout-petits ». En effet, peu importe son genre, ses parents, son origine, sa culture, son lieu de naissance, son milieu de vie, sa langue, sa religion ou même son état de santé mentale ou physique, chaque tout-petit doit être traité équitablement et avec justice. Il est de notre devoir à tous de nous assurer du respect des droits de l'ensemble des tout-petits pour mieux prévenir et réduire les inégalités sociales. Les problèmes sociétaux ont des impacts directs sur les tout-petits, incluant l'inflation des problèmes environnementaux, la disponibilité des services, l'accès au logement abordable, sans oublier l'augmentation de la pauvreté des familles. Près d'1,5 million de ménages québécois ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires ni à se nourrir correctement. Il faut veiller à ce que ces enjeux ne viennent pas brimer leurs droits les plus fondamentaux.
On pense notamment au droit à une éducation de qualité, aux meilleurs soins de santé possibles, à de la nourriture, des vêtements et un endroit sûr où vivre, à des adultes qui font ce qui est le mieux pour eux, à la protection contre toutes les formes de discrimination et à un gouvernement qui s'assure que leurs droits sont respectés. Trop d'enfants n'ont pas les mêmes chances dès la naissance de développer leur plein potentiel. En Abitibi-Témiscamingue, plus d'un enfant sur 4 présente une vulnérabilité dans au moins un domaine de son développement à la maternelle. Cette situation pourrait avoir des impacts sur leur réussite éducative et sur leur parcours de vie. La période de 0 à 5 ans est déterminante pour le développement des tout-petits. Les actions posées à ce moment sont susceptibles de contribuer au développement de bases solides qui serviront à l'enfant une fois devenu adulte. Les parents ont un rôle crucial à jouer, certes, mais ils ne sont pas les seuls. Que l'on soit employeur, élu, voisin ou ami, il est possible d'agir tôt pour permettre à tous les enfants d'avoir des chances égales de réussir, souligne Marie-Claude Lacombe, directrice générale Action Réussite. Il est important d'agir tôt et de miser sur les services de proximité pour soutenir les parents et l'entourage des jeunes enfants. Des gestes simples comme aller à la bibliothèque, ouvrir un livre, regarder les images et faire la lecture à voix haute aux enfants dès le plus jeune âge soutiennent le développement cognitif et langagier. Des activités comme aller au parc, cuisiner et bricoler avec les tout-petits stimulent leur curiosité et favorisent leur développement, souligne Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement Action Réussite. Plusieurs activités se dérouleront simultanément tout au long de la semaine à travers le Québec afin de sensibiliser les décideurs et la population quant au rôle clé des tout-petits dans l'avenir de la société. Après avoir passé plusieurs années sur les routes du Québec et de l'Europe en tant que pianiste de la célèbre Pauline Julien, Jacques Marchand pose ses valises à Rouyn-Noranda où il fonde en 1987 l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue, seul en son genre dans la province. Depuis ses débuts, l'orchestre a joué avec de grands noms, d'Alain Lefebvre à Richard Desjardins, en passant par Kim Yaroshevskaya. L'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue continue d'attirer de nombreux musiciens et musiciennes dans la région, et ce, en grande partie grâce au talent de rassembleur du maestro Marchand. Né à Rouen en 1948, Jacques Marchand a grandi dans une famille de musiciens qui habitaient sur l'avenue principale, en plein centre-ville, au-dessus du commerce de tissus que possédait son père. Alors que toute la maisonnée joue de la guitare, c'est vers le piano que Jacques, le benjamin de la famille, se tourne, vers l'âge de 12 ans. Le maestro Marchand explique qu'il y avait un piano dans la maison et sa sœur jouait un peu. Elle avait appris au couvent. Jacques se souvient que sa mère aurait bien aimé qu'il apprenne le piano, mais selon lui, c'était pour les filles. Il a commencé à gratter des accords de guitare, mais il trouvait ça plate. Par la suite, il a découvert le piano qu'il aimait bien. Il a appris à l'oreille. Jacques fonde ensuite quelques groupes de musique qu'on appelait à l'époque des orchestres de danse qui jouent dans les hôtels de Rouen et de Noranda. Il quitte la région à 16 ans en n'ayant aucune notion théorique de la musique ou du solfège. Même s'il admet s'être mis à la musique sur le tard, des études à l'école de musique Vincent d'Indy à Montréal, puis en composition à l'Université McGill, lui permettront de faire de sa passion une carrière. C'est la grande Pauline Julien qui lui donnera sa première chance comme pianiste professionnelle. Il a fait 10 ans avec elle. Jacques a appris son métier de scène avec elle. Les années passées avec elle, c'était ses plus belles années pendant qu'elle était au sommet de sa carrière. Il était plus souvent en Europe qu'au Québec. Au début des années 1980, Jacques Marchand revient à Rouyn-Noranda pour remplacer la directrice de l'école en sol mineur, Suzanne Blais, alors en congé de maternité. Charles Mignot, alors propriétaire du magasin Musique Mignot, avait formé un orchestre d'une quinzaine de musiciens de l'Abitibi et du nord de l'Ontario. Il lui demande de jeter un coup d'œil à des partitions que Jacques Marchand accepte d'adapter. Lui vient alors l'idée de former un orchestre symphonique d'une cinquantaine de musiciens.
Le bassin de musiciens classiques n'étant pas énorme à Rouyn-Noranda, ils fondent un orchestre régional qui accueille des musiciens de partout dans la région de 57 000 km². La proximité du Conservatoire de musique de Val-d'Or permet également d'accueillir des musiciens de talent. En 1987, naît un orchestre unique en son genre. Des musiciens d'aussi loin que de Sainte-Terre ou du Témiscamingue parcourent une centaine de kilomètres pour répéter toutes les 2 semaines, en plus d'offrir des concerts aux 4 coins de la région, à Noël et au printemps. 3 à 4 fois par année, les musiciens de l'orchestre font une retraite fermée à la ferme, près d'Amos, pour répéter de façon intensive, mais aussi socialiser pendant le week-end. La capacité de Jacques Marchand à rassembler et souder les troupes y est pour beaucoup. C'est une figure familiale. Avec les années, l'orchestre a changé. Les musiciens sont moins nombreux qu'avant et Jacques Marchand doit souvent embaucher des musiciens professionnels natifs de la région ou en jouant dans des orchestres du nord de l'Ontario pour combler les chaises vacantes. Mais pour les musiciens amateurs qui jouent chaque année pour le plaisir, l'orchestre est une grande famille qui leur permet d'exercer leurs loisirs dans une région où la musique classique est moins accessible que dans les grands centres. Et pour le public témiscamibitibien, l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue est une des seules fenêtres ouvertes sur la musique classique accessible à tous. C'est entre autres ce qui a valu à Jacques Marchand de devenir citoyen émérite du Canada en 2007, lauréat de la médaille de l'Assemblée nationale en 2012 et du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II en 2013. Existe-t-il une relève pour l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue? Elle existe tranquillement, croit Jacques Marchand, citant entre autres les jeunes musiciens qui se sont joints à l'orchestre, mais force est de constater que les chefs d'orchestre se font rares dans des régions comme la nôtre. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Jacques Marchand, qui a toujours plusieurs projets en tête. Et une chose demeure certaine, tant qu'il aura la santé pour diriger l'orchestre, Jacques Marchand n'a pas l'intention d'accrocher sa baguette. Plusieurs résidents de la future zone tampon, située aux abords de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, ressortent déçus de la présentation du plan pour les reloger effectuée mardi dernier. La rencontre à laquelle les médias n'ont pas pu assister regroupait des locataires et des propriétaires qui espéraient en savoir plus sur le processus de déménagement et sur les compensations auxquelles ils auront droit. Les locataires composent près de 60 % des résidents de la zone tampon. Québec promet qu'ils obtiendront des compensations pour se reloger en pleine période de crise du logement, mais n'avance toujours pas de chiffres. On parle un peu de ce qui va être indemnisé, mais pas encore pour les montants et on ne parle même pas de durée. Ça reste très inquiétant encore parce qu'on sait que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de locataires qui n'ont pas des revenus qui vont augmenter dans les prochaines années. Des retraités, des gens avec des contraintes sévères à l'emploi, des personnes avec des problèmes de santé mentale, explique Marc-André Larose, organisateur communautaire à l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue. Les propriétaires de maisons unifamiliales, de duplex ou d'immeubles à logement attendent eux aussi avec impatience de connaître les montants qui leur seront octroyés. Glencore rachètera les résidences à la valeur marchande au 15 mars 2023, soit la veille de l'annonce de la création de la zone tampon, mais c'est le gouvernement du Québec qui assumera le reste des coûts de déplacement. Colette Rancourt, propriétaire d'une résidence dans la zone tampon, se questionne sur ça va être quoi la compensation. On veut être reconstruit ou trouver quelque chose qui est déjà construit, mais rendu à notre âge, on ne veut pas se réendetter. Parmi les grandes lignes présentées mardi, les citoyens ont appris que la ville de Rouyn-Noranda devra construire 69 bâtiments. Au total, 191 logements et 10 locaux commerciaux devraient à terme être disponibles pour les entrepreneurs et les quelques 200 ménages appelés à déménager. Le projet résidentiel Sénator dans le secteur Noranda-Ouest figure parmi les options présentées.
La direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, a annoncé les premières retombées du plan d'action régional 2022-2025 en matière d'agro-environnement. Ce plan constitue un outil régional pour mettre en œuvre le plan d'agriculture durable 2020-2030 du MAPAC visant à accélérer l'adoption de pratiques agro-environnementales par les entreprises agricoles de la région. Le plan d'action régional permet la mise en place d'initiatives adaptées aux particularités du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Son succès repose en premier lieu sur la mobilisation des producteurs agricoles qui sont au cœur du développement d'une agriculture régionale prospère et durable. Depuis 2022, la direction régionale et ses partenaires ont entrepris le déploiement de projets contribuant à atteindre les cibles du plan d'agriculture durable et à mettre en œuvre les actions ciblées du plan régional. On parle de la promotion de l'utilisation raisonnée des pesticides, l'encouragement des entreprises à mieux reconnaître les insectes ravageurs des cultures pour adapter leur intervention en conséquence, l'amélioration de la santé des sols et l'encouragement des stratégies de conservation des sols, la faveur d'une meilleure gestion de l'application des matières fertilisantes et la sensibilisation des entreprises et l'incitation à préserver les bandes riveraines et les boisés agricoles pour maintenir la biodiversité dans les zones agricoles et en périphérie. Ces projets prennent principalement la forme de cohortes régionales axées sur le réseautage et le co-développement. Elles visent à mobiliser les producteurs agricoles, qu'ils soient chevronnés en agriculture durable ou novices dans ce domaine, de même que les experts autour de projets de transfert de connaissances favorisant l'adoption de pratiques agro-environnementales. Par exemple, les agronomes Simon Lafontaine et Frédéric Lavallée de l'entreprise Écoboeuf à Dupuis ont instauré des parcelles de démonstration dédiées à la rénovation et au chaulage des prairies. Grâce à ce projet, des producteurs de la région ont eu l'opportunité d'explorer différentes techniques offrant les avantages sur les plans économiques et agro-environnementaux. Ces parcelles permettent de comparer 3 techniques de rénovation des prairies: le semi-direct, le sur-semis à la volée sur le sol gelé, le vasage, et le semi-conventionnel avec plante-abri suivant un labour d'automne. Cet espace de démonstration est un lieu d'apprentissage d'expérience et d'échange sur les techniques agronomiques liées aux grandes cultures et au fourrage. Une cohorte consacrée à la production maraîchère diversifiée a également vu le jour dans la région. Elle entame maintenant sa 2e année d'activité et regroupe 15 entreprises agricoles. Les thèmes de l'irrigation, de la biodiversité en milieu agricole, de la santé des sols, ainsi que de la gestion des insectes et des mauvaises herbes font l'objet de formations et d'essais au champ dans les fermes de chaque entreprise participante. L'agronome Vincent Fluet coordonne ce groupe qui favorise le réseautage, l'expérimentation et le partage de connaissances entre les producteurs de la région. En plus des projets financés par le MAPAC, d'autres initiatives sont lancées par les partenaires du milieu portant sur des sujets aussi variés que la gestion des pâturages, les grandes cultures biologiques et le semi-direct sur couverture végétale. De nouveaux projets verront le jour au cours des prochaines années, témoignant de notre engagement continu envers une agriculture régionale durable et florissante. Vos droits, vous y avez droit. Saviez-vous qu'être informé sur les services existants et sur la façon de les obtenir, c'est votre droit? En fait, l'usager a le droit d'être informé sur les services disponibles, le type de professionnel qui dispense le service, la fréquence, le lieu, etc. Par exemple, les services de soutien à domicile, les services de soutien pour adolescents, les services en santé mentale, l'aide médicale à mourir, etc. Il peut aussi être assisté dans son besoin d'information. Il est possible de le faire en référant l'usager à une autre ressource qui pourra répondre à ses questions ou en l'invitant à contacter son médecin de famille, Info Social, Info Santé ou le service d'accueil, analyse, orientation, références du CLSC qui sont toujours de bonnes sources d'informations. Le site web du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et divers dépliants peuvent aussi être suggérés.
Pour connaître vos droits et responsabilités lorsque vous recevez des services du réseau de la santé et des services sociaux, consultez le guide explicatif des droits et des responsabilités des usagers. Le Comité des usagers et des résidents du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue vous invite à consulter la page web et à communiquer avec le comité de votre localité. Je me demandais s'il existe un comité qui vous représente et collabore à l'amélioration des services offerts. Oui. S'il y en a qui ont vos préoccupations à l'esprit, oui. If someone is watching over your right to receive services in English, yes. Derrière nous, il y a les bénévoles des comités d'usagers. Rendez-vous service. Contactez-les. Être informé sur son état de santé ainsi que des options possibles et leurs conséquences avant de consentir à des soins, c'est un droit. Être représenté advenant l'inaptitude temporaire ou permanente de l'usager, c'est un droit. Accepter ou refuser des soins de façon libre et éclairée, personnellement ou par l'entremise d'une représentante, c'est un droit. Bénéficier d'un endroit sécuritaire, c'est un droit. J'aurais une question. Si quelqu'un évalue votre degré de satisfaction quant aux services obtenus en résidence, oui. Si une personne veille à votre droit d'être traité avec courtoisie, équité et compréhension, oui. S'il y a des gens disponibles pour vous renseigner sur vos droits, oui. Derrière nous, il y a les bénévoles des comités de résidents. Rendez-vous service, informez-vous sur vos droits. Recevoir des soins de fin de vie, c'est un droit. La confidentialité et l'accès à votre dossier d'usager, ce sont des droits. Être accompagné, assisté et représenté par une personne de son choix, c'est un droit. Le respect de cette directive médicale anticipée, c'est un droit. Être informé pour participer aux décisions qui nous concernent, c'est un droit. Porter plainte, c'est aussi un droit. Les ministres de la CAQ ont fait un arrêt à Kitsisakik en compagnie de plusieurs dirigeants d'Hydro-Québec pour annoncer en grande pompe le début des travaux en vue d'amener l'électricité dans la petite communauté algonquine située à 90 km environ de Val-d'Or. Le projet Animiki Ikoti, qui veut dire électricité en langue Anishinaabe, devrait permettre de raccorder les résidences et les bâtiments communautaires au réseau d'hydroélectrique d'ici 2025. En plus du ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, et du député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, étaient présents pour l'occasion. Cette nouvelle ligne permettra à la communauté Anishinaabe d'envisager son développement. Non seulement ce développement sera bénéfique pour eux, mais aussi pour suffire à une demande encore plus grande dans la région si besoin est. Pour le moment, le projet Animiki Ikoti est sur les rails et les délais sont respectés. Actuellement, les études archéologiques sont complétées et les études d'impact environnemental devraient l'être d'ici la fin de 2023. Notre Régis Tellier, vice-président opérations et services électriques à la clientèle d'Hydro-Québec, on veut planter les premiers poteaux en 2024 pour établir les 70 km de ligne et terminer le tout à la fin de 2025. La ligne qui alimentera la communauté partira du poste de Louiscourt et déjà les travaux de déboisement le long de la route 117 sont en cours. Au total, les travaux sont évalués à environ 32 millions de dollars et la facture sera assumée entièrement par Hydro-Québec. Malgré tout cela, le projet en question ne faisait pas l'unanimité. Lorsque le projet a été annoncé en 2022, certains en doutaient. Ce n'étaient pas tous les membres de la communauté qui étaient prêts à recevoir l'électricité. À cet effet, les membres présents à la conférence de presse ont eu droit à l'inauguration symbolique d'un premier poteau électrique situé tout juste en face de l'école primaire. Maintenant, on ne parle plus d'un projet, on parle d'une réalité. L'annonce du début des travaux est l'aboutissement de 40 ans de lutte et de négociations politiques.
D'ailleurs, les membres de la communauté que le citoyen a rencontrés semblaient amusés par l'unique poteau planté en plein milieu du village. 2000 autres poteaux semblables seront nécessaires à la réalisation du projet. Le chef actuel, Régis Penosway, atteste que ça va améliorer de façon substantielle la qualité de vie de la communauté. Ça va répondre à un besoin primordial. Ça a été un travail politique acharné, mais nous sommes fiers de répondre à un besoin de la communauté. En plus de la subvention pour la ligne elle-même, Québec a accordé une subvention au Conseil des Anishinaabeg de Kitsisakik pour permettre des travaux d'adaptation des bâtiments résidentiels de la communauté. Présentement, les résidents doivent faire confiance aux génératrices pour leur électricité. Déjà une cinquantaine de résidences ont subi des travaux de mise aux normes et le tout devrait être complété en 2025 à temps pour le branchement de la ligne. Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé, députés du Bloc québécois, faisaient une sortie publique hier concernant l'énoncé budgétaire de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui sortira au courant de la semaine prochaine. Les deux députés d'Abitibi-Témiscamingue et d'Abitibi-Baie-James, Nunavik, EU, se sont prononcés sur l'ajout de d'autres mesures à prendre pour lutter contre la pénurie de logements, entre autres, dans leur circonscription. Leurs revendications auprès du gouvernement fédéral sont comment augmenter la construction de logements sociaux abordables. Dans l'offre de la demande, si les prix ont explosé, c'est notamment parce que ces logements-là ne sont plus aussi accessibles comme ils étaient. Si on a accès à un logement abordable, puis on a accès à un logement régulier, bien peut-être que ça va baisser les prix aussi des logements réguliers. Ni l'un ni l'autre ne sont maintenant disponibles. Ça fait que les prix ont explosé, énonce Sébastien Lemire. Une des solutions qu'ils ont mises de l'avant est de proposer un moyen de mettre sur pied un parc locatif et de permettre à des organismes à but non lucratif d'acheter des logements pour les rendre abordables sur le marché. M. Lemire affirme que ce sont des solutions qui ont fonctionné ailleurs sans être des programmes d'HLM et autres, mais qui va pouvoir permettre de rebonifier l'offre de logements pour les gens qui ont moins les moyens. L'objectif de leur revendication à trouver des solutions pour les logements est d'offrir au gouvernement fédéral des pistes de solutions qui lui permettra de réorienter sa stratégie pour les prochaines années. Le regroupement des comités de parents autonomes du Québec s'inquiète des impacts de la grève sur la réussite des élèves. Les fermetures d'écoles engendrées par les grèves prévues cette semaine pénalisent des milliers d'élèves, en particulier ceux en difficulté ou ceux à risque de décrocher, déplore un représentant des comités de parents. Dès mardi, toutes les écoles publiques, primaires et secondaires québécoises seront fermées pendant 3 jours puisque le personnel scolaire affilié au Front commun sera en grève les 21, 22 et 23 novembre. Toutefois, le congé forcé risque de se prolonger pour des milliers d'élèves puisque les profs affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement déclencheront une grève générale illimitée à partir du jeudi 23 novembre, à moins d'une entente avec Québec. Au-delà du casse-tête pour les parents, cette grève aura surtout des impacts bien concrets sur les apprentissages des élèves, déplore Sylvain Martel, porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Ce qu'on oublie, c'est qu'on porte atteinte à leur année scolaire. Cela ne prend pas 3 mois pour scraper une année scolaire pour un jeune qui est en difficulté. Les récentes fermetures d'écoles en raison du confinement ont d'ailleurs démontré que manquer des jours de classe, ce n'est pas bon pour les élèves, alors que plusieurs jeunes n'ont pas encore réussi à rattraper les retards d'apprentissage causés par la pandémie. Il fait remarquer que l'impact sera encore plus grand dans les classes spécialisées, où la routine des élèves à besoins particuliers sera complètement chamboulée. Les parents ne doivent d'ailleurs pas s'attendre à ce que leur enfant revienne à la maison avec un sac à dos rempli de travaux à faire pendant ce congé forcé. Mais ce choix relève ultimement de l'autonomie de chaque enseignant. La grève, surtout si elle se prolonge, pourrait aussi pousser des jeunes sur le bord de décrocher à se trouver un job, ce qui pourrait mettre en péril leur retour en classe une fois le conflit terminé. Le jeune qui est en secondaire 5, qui est en difficulté
et qui va arrêter d'aller à l'école à cause de la grève. On ne sait pas pendant combien de temps. Est-ce qu'il va y retourner à l'école? Du côté syndical, on répète depuis des semaines que les enseignants à bout de souffle se battent avant tout pour obtenir de meilleures conditions d'apprentissage pour leurs élèves. Ils pressent les deux parties d'en arriver rapidement à une entente. Il faut trouver une solution rapidement. L'éducation est notre priorité, mais on a tendance à tasser la réussite des élèves au détriment des stratégies de négociation. Or, le gouvernement serait bien mal placé pour dire aux profs qu'ils mettent en danger les apprentissages des élèves. Depuis le retour de la pandémie, des mesures supplémentaires pour aider les jeunes, il n'y en a pas. On a à cœur les apprentissages des élèves. On fait ça depuis 2 ans, rattraper la pandémie. Mais on est à un point tournant dans les négociations. Les gens sont très choqués et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Les gouvernements provinciaux et fédéraux sortent les gros canons pour améliorer la couverture cellulaire dans la région d'Ichi-Bay James. Un plan en 2 phases de 57 millions de dollars sera instauré le long de plusieurs artères de la région. Confié à EU Mobilité, le projet débutera avec un premier volet de 37 millions de dollars afin de couvrir 47 % des 1900 km, incluant le déploiement de 30 tours de communication. Celles-ci longeront les routes Billy Diamond, 113, 167, 109 et une partie de la route du Nord. Un site cellulaire sera aussi érigé au relais routier de la route Billy Diamond, situé au kilomètre 381. Le second volet de 20 millions de dollars comprendra la construction de 16 sites cellulaires le long des routes d'accès aux communautés. Les communautés de Mistassini, Waskaganish, East Main, Wimenji, Chisasibi et Nemaska feront partie des territoires visés. Le projet se concentrera aussi sur les terrains de piégeage, CRI, les zones fréquentées pour la chasse et la pêche, ainsi que les sites industriels et miniers. Cet investissement de plus de 28 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec permettra aux citoyennes et aux citoyens des régions éloignées de bénéficier de la même modernité que s'ils résidaient dans les grands centres. On veut attirer des gens dans la région. S'ils viennent visiter le nord du Québec et qu'ils embarquent sur une route sans couverture cellulaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire. C'est une assurance. L'infrastructure cellulaire étendue que nous déployons le long des routes améliorera grandement l'accessibilité et la sécurité des personnes qui vivent et voyagent dans la région, ainsi que la performance et la portée des activités commerciales et des services gouvernementaux dans tout le nord du Québec. Les députés d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, et d'Abitibi-Bay James, Nunavik, EU, Sylvie Bérubé, font part de leur attente pour leur région en prévision de l'énoncé économique que le gouvernement Trudeau présentera la semaine prochaine. La députée Sylvie Bérubé a réitéré l'importance pour le gouvernement de développer un fonds d'urgence pour l'itinérance afin d'aider les organismes d'ici, comme la Piolle de Val-d'Or ou l'Accueil d'Amos. Elle évoque qu'avec l'hiver qui s'installe dans nos régions, il est plus important qu'Ottawa débloque des sommes pour soutenir les villes, les municipalités et les organismes venant en aide aux personnes en situation d'itinérance. Sébastien Lemire ajoute que la situation de l'Accueil d'Amos est un bel exemple alors que, au cours des prochaines semaines, l'organisme réduira ses heures de service d'urgence en raison du manque de personnel. Ottawa doit agir. À cela, Sébastien Lemire demande aussi que d'autres mesures soient dévoilées pour lutter contre la pénurie de logements. Il faut des programmes qui se rendront chez nous, dans nos régions, et qui respecteront nos réalités régionales. L'abolition de la TPS sur les nouvelles constructions ou le fonds pour accélérer la construction de logements sont un pas, mais il faut déjà prévoir le prochain si nous voulons construire plus rapidement des logements. La hausse des taux d'intérêt est un frein important. Actuellement, c'est pourquoi Ottawa doit octroyer des prêts sans intérêt ou à faible taux. De plus, la création d'un fonds d'acquisition pour les organismes sans but lucratif serait une autre mesure qui soutiendrait une lutte efficace contre la pénurie de logements. M. Lemire ajoute qu'il y a un coût à agir, mais le coût à ne pas agir est beaucoup plus important.
À cela s'ajoutent d'autres demandes du Bloc québécois, notamment de hausser la pension de la sécurité et de la vieillesse pour tous les aînés admissibles en éliminant la discrimination de ceux entre 65 et 74 ans et de mettre fin à toute subvention directe ou indirecte soutenant les énergies fossiles. De plus, pour aider les PME dans un contexte économique défavorable, il est nécessaire que le gouvernement consente à un répit d'1 an pour le remboursement du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Pour terminer, les députés de la région demandent aussi la création d'un fonds d'urgence de 50 millions de dollars pour aider les médias régionaux et nationaux à traverser la crise actuelle, soit la partie qu'auraient obtenue les médias si Meta n'avait pas bloqué les nouvelles sur sa plateforme. Ce que les populations de nos régions veulent, c'est que les fonds publics auxquels ils ont contribué soient réinvestis de façon responsable et qu'on s'attaque aux problèmes fondamentaux qui les touchent, dont notamment l'accès au logement, les aînés, la hausse du coût de la vie, la survie de nos médias ou l'accélération du virage vert. Ottawa doit agir sur ces enjeux en réinvestissant pour soutenir durablement l'économie. Le contexte inflationniste actuel est particulièrement difficile pour l'ensemble de nos régions. On s'attend d'Ottawa qu'il pose les gestes nécessaires. Le Bloc s'en assurera. C'est ça, être responsable, ont conclu Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé. Première femme ingénieure de vol au sein de l'aviation royale canadienne, Joanne Hamelin, partage son histoire par le biais de son autobiographie intitulée « Les ailes d'une pionnière, si l'avenir vous intéresse ». C'est dans une démarche personnelle et de guérison que Joanne Hamelin décide de mettre sur papier son parcours à titre de pionnière du domaine militaire. Quand elle a réalisé à quel point elle était soulagée de toute cette décharge émotionnelle à la suite de son écriture, elle a décidé de partager son récit avec le public. Elle mentionne que si elle peut aider une seule autre personne en partageant son histoire, elle sera doublement récompensée. L'autrice ajoute que l'entraide est une valeur importante pour elle. Le livre de 300 pages contient plus d'une centaine de photos illustrant chacune des étapes du parcours unique de la pionnière lassaroise. Elle souhaite que son livre soit lu par monsieur, madame, tout le monde. Elle veut faire mieux connaître la profession des armes à la population générale. Elle s'adresse à tout le monde de 7 à 77 ans. Grâce aux photos intégrées à son récit et à l'album photo de la fin, elle offre au lecteur une véritable immersion dans son histoire. Elle a vraiment essayé d'ouvrir une fenêtre entre les deux mondes pour que les gens puissent mieux comprendre le monde militaire. Madame Hamelin a tenté de montrer le côté humain derrière la profession, contrairement à ce que l'on peut voir dans les films ou à la télévision. Le lancement de ce récit, sur lequel Joanne a travaillé depuis 3 ans, s'est déroulé le 11 novembre dernier à La Sarre. À l'occasion du Jour du souvenir, la caporal-chef retraitée a recueilli 165 personnes pour célébrer la parution officielle de son autobiographie. Il s'agit d'un succès inespéré pour l'autrice, très humble de tout le chemin parcouru. La pionnière se réjouit également de voir son bouquin sur les tablettes de nombreuses librairies, et ce, jusqu'à Montréal. En Abitibi-Témiscamingue, l'autobiographie « Les ailes d'une pionnière, si l'avenir vous intéresse » est disponible à la Librairie du Nord, à la pharmacie Jean Coutu de La Sarre, à la papeterie commerciale d'Amos, à la papeterie commerciale de Val-d'Or et à la librairie Servidec de Ville-Marie. On constate une hausse de dossiers en insolvabilité. Une hausse de 10,7 % est notée en septembre comparativement à l'année dernière au même moment. Un syndic autorisé est un officier de justice, le seul représentant autorisé par le gouvernement à encadrer le consommateur et les entreprises pour se libérer de ses dettes. Il a le pouvoir de faire arrêter les saisies ou les procédures judiciaires en cours dans la majorité des cas. Les gens sont invités à consulter sans gêne, alors que la plupart des syndics offrent une première consultation gratuite, sans engagement et surtout sans jugement. Plusieurs demeurent sceptiques à ce qu'on dit par rapport aux femmes en politique et qu'on criait vite à la misogynie quand le débat devenait plus vigoureux. Mais après des années à analyser la politique
il faut se rendre à l'évidence du mauvais traitement réservé aux femmes. Quand un ministre masculin répond avec aplomb à une députée d'opposition, même s'il ne s'en prend pas personnellement à l'élu, même lorsque la réponse aurait été la même face à un député homme, il n'est pas rare qu'il soit accusé de mansplaining. C'est un peu la réponse facile, mais nous devons admettre que les femmes vivent une réalité bien différente de celle de leurs collègues masculins. Il est rare de discuter avec une élue ou une ancienne élue qui n'a jamais subi de paroles et d'actes violents ou misogynes. La députée de Charlevoix-Côte de Beaupré a raconté avoir été prise par le collet par un maire de son comté. Évidemment, il s'agit d'un cas extrême, mais il est la manifestation violente d'une tendance qui, malheureusement, est bien présente dans notre société. Nous avons récemment appris que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, était sous protection policière depuis plusieurs semaines à la suite de menaces de mort. Tous les élus subissent des insultes, l'intimidation et les menaces, peu importe leur genre. Mais quelques éléments viennent ajouter à la situation quand on est une femme. Le premier élément observé est la tendance à sous-estimer les femmes. C'est un peu comme si l'image qu'on se fait d'un leader ne correspond pas à celle d'une femme. Cela se manifeste de toutes sortes de façons plus ou moins graves. Cette incompatibilité entre la femme et l'idée d'autorité peut se manifester de façon moins candide. Il arrive régulièrement que des élus aient bien de la misère à se faire prendre au sérieux face à certains maires, chefs ou représentants de parties prenantes. Serait-il possible que certains hommes n'aiment pas ça, se faire gérer par des femmes? L'autre élément remarqué est le niveau de violence des insultes. Très rapidement, lorsqu'on s'en prend aux femmes, on tombe sur un terrain touchant à notre sexualité ou à notre maternité. Les références à la prostitution, au viol, à notre beauté ou notre laideur, à nos attraits ou à nos défauts physiques, certaines personnes se plaisent à nous ramener au niveau d'objets sexuels. Les commentaires touchant la famille et les enfants sont probablement les pires. Le 25 novembre marque la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Lorsque vous verrez les élus porter le petit ruban blanc, elles le feront certainement pour toutes les femmes qui subissent de la violence conjugale ou sexuelle. D'autres le porteront également pour elles qui subissent cette violence ainsi que pour les femmes qui sont découragées de se présenter en politique pour ne pas avoir à subir ça ou à le faire subir à leur famille. Tout n'est pas sombre au Québec. Les choses s'améliorent constamment, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir.